Alors on va commencer avec le Clos Rehberg. Le Clos Rehberg, c'est un lieu qui est assez exceptionnel. C'est un lieu à Anglo que mon père aussi a défriché, qui l'a replanté dans les années 90. Ce lieu-là, il n'est pas classé Grand Cru, tout simplement parce que à l'époque des Grands Crus, c'est uniquement les coteaux solaires qui étaient classés en Grand Cru. Donc là, on est sur un terroir de schiste qui est pareil que le Clos du Val-des-Léons, sauf que cette parcelle, elle est, on va dire, dans la même vallée, mais c'est juste un peu plus haut. Ce qu'il faut bien comprendre avec le Clos du Val-des-Léons et le Clos Rehberg, c'est que si vous regardez sur votre carte que vous avez, vous voyez bien que c'est entouré par la forêt. Le fait que ce soit entouré par la forêt ramène toujours énormément de fraîcheur. Alors le Clos Rehberg, malheureusement, c'est une parcelle que nous avons dû arracher en 2024. Et 2021, c'est l'avant-dernière mise en bouteille de ce vin, qui sont des toutes petites productions. Et le dernier millésime, la dernière mise en bouteille, ce sera un assemblage des 3 derniers millésimes, 22, 23, 24, qui est vraiment une particularité. Et c'est un peu un hommage à la parcelle qui est malheureusement qu'on a dû arracher parce que c'était des vignes qui étaient assez mal plantées et malheureusement voilà, on a dû faire un choix assez difficile et on va le replanter à partir de là, dans 3 semaines on va commencer. Donc c'est que du Riesling, je ne l'ai pas dit, et on est sur un endroit qui est extrêmement pentu. On est à 80% de pente sur les endroits les plus pentus. Ensuite on va passer sur Wiebelsberg. Alors là sur la carte vous pouvez bien voir, Wiebelsberg c'est l'entrée de notre vallée en fait. Là vous voyez bien c'est ouvert, tout ça c'est le Wiebelsberg. Le Wiebelsberg c'est un lieu qui est très solaire. C'est des sols qui sont sableux, très sableux, et qui proviennent du grès des Vosges. On est sur un grand cru où on fait des vins qui sont toujours très accessibles. C'est un terroir qui a toujours beaucoup de fruits, assez floral, qui a une expression toujours très, très sphérique. C'est des potentiels qui dépassent les 25 ans de garde sans problème. Et des vins qui sont toujours très avenants. En vieillissant, ils gardent ce côté du fruit floral. Il y a toujours cette débouche très gourmande. Et toujours en gardant beaucoup d'élégance. Oui, alors je vais juste vous parler de 2 millésimes sur le même vin, avec Wiebelsberg. Oui. Donc 2020, c'est un millésime avec des jolies maturités, où les vins ont été très ouvert dès le départ, dès la mise en bouteille, très expressif, avec beaucoup de plaisir. Alors que 2017, c'est un millésime qui est vraiment fait pour la garde au départ et qui a été un millésime exceptionnellement fermé. Ce qui est très rare à Wiebelsberg, d'avoir des millésimes fermés, mais 2017, c'est un vin qu'on a sorti après les 2019. Donc on a vendu d'abord 18, 19 et on a sorti 17 après. Ce qui est assez rare chez nous, mais on n'aime pas sortir des vins qui ne sont pas représentatifs de leur expression. Et ça fait partie de ces rares millésimes de temps qui étaient vraiment fermés au départ. Et maintenant je vais vous parler de Kastelberg. Donc Kastelberg, c'est un terroir qui est exceptionnel, qui est un terroir qui est tout petit. Donc c'est un terroir qui fait 5 hectares et demi, on retrouve 6 producteurs. Donc on est sur des schistes noirs. En fait c'est très particulier parce que en fait, ce qui est écrit sur le tableau là c'est un peu différent. On est sur une transformation du schiste bleu qu'on a parlé avant avec le Rehberg. Quand le granit est sorti, ça a fait une compression, ce schiste-là, et ça a changé la roche. Ça a fait une roche plus dure. On appelle aussi vulgairement schiste, voilà. Mais ça s'appelle de la cornéenne. C'est différent dans le nom. Donc c'est une transformation du schiste bleu qui a formé cette roche-là et qui est unique au lieu.
Donc cette particularité, elle est unique en Alsace et ça fait des vins qui sont aussi totalement uniques. On a des écrits d'une personne très connue en Alsace qui a écrit en 1850 que les grands millésimes de Kastelberg dépassaient le siècle de garde. La particularité vraiment pour nous du Kastelberg, c'est une attache familiale très forte. Et cette année, en 2025, on a eu la chance de reprendre un petit morceau de Kastelberg qui appartenait justement à cette personne très connue qui s'appelle Stolz. Et donc c'est vraiment une parcelle aussi historique avec beaucoup d'histoire. Et voilà, donc c'est pour expliquer que c'est des lieux où nous sommes très attachés familialement. Alors juste pour parler du vin Kastelberg, on est sur un vin qui a toujours une trame verticale assez importante, mais qui a un lieu qui est très solaire. Donc on est sur un endroit très pentu, très caillouteux et qui prend beaucoup de soleil. Donc on a toujours une certaine maturité sur un millésime comme 2020 et en ayant toujours des grandes trames de fraîcheur. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour cette deuxième ligne de dégustation, c'est rester sur le même cépage et voir vraiment cette diversité de goût qu'on va avoir à quelques mètres d'écart entre les parcelles. Et je vais juste finir sur le dernier vin, le Kastelberg. Vous pouvez voir à la fin de bouche, vous avez toujours ce côté tannique. Alors il n'y a pas du tout de macération, hein. C'est vraiment ce lieu qui donne toujours ces sels qui font beaucoup saliver mais qui font un effet de tanin. フライト1とフライト2は明らかにやっぱり差があるじゃないですか。こんだけ厚みとか余韻とかもう全然違うレベルなので何が決定的に違うんですか。ちょっと。Eh ben, c'est exactement ça. En fait, l'idée dans la dégustation, c'est bien comprendre entre des terroirs qui font des vins plus accessibles dans la jeunesse, plus immédiats et avec surtout un peu moins de salinité, et ensuite passer à la gamme où vous avez vraiment ces vins qui sont longs en bouche, expressifs. Donc ça, c'est vraiment une histoire de délimitation et d'expression de terroirs qui sont des terroirs plus profonds, hein, c'est profond, grand, je veux dire. Mais si on comparait en Bourgogne, c'est pareil, on parle de village, de premier cru et grand cru. Là, on a essayé un peu de vous montrer le village et le grand cru, quoi, entre guillemets. Alors maintenant, on va vous présenter un peu deux particularités, on peut dire, mais dans le monde de la macération pelliculaire, avec deux vins dits orange. En Alsace, il y a eu un développement ces dernières années assez important sur les vins de macération. Et il y a une raison très simple, hein, c'est que d'une part, on a deux cépages qui fonctionnent très bien sur les macérations, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Et la deuxième chose, c'est que les vins moelleux en Alsace, c'est particulièrement en crise aujourd'hui, quoi. Ces deux raisons font qu'il y a eu un vrai développement des vins de macération en Alsace. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer un peu ce travail qu'on fait aussi sur ces macérations pour comprendre qu'aujourd'hui, on peut travailler sur des vraiment différents types de vins qui ont un intérêt gastronomique. Donc le premier, c'est Grand Cru Münchberg avec cépage Pinot Gris. Donc là, on est sur un terroir qui est assez particulier parce que c'est un terroir qui est un glissement de terrain qui a été à l'époque du Quaternaire. Donc vous avez un sous-sol de marne et ensuite vous avez des sables de grès au-dessus. Un terroir qui est assez particulier parce que souvent dans la jeunesse, on a un côté un petit peu plus, on va dire, cépage. Et l'expression du terroir a tendance à venir avec plus de temps.
Et ce qu'on a trouvé intéressant avec la macération sur le Munchberg, c'est qu'on ramenait une empreinte et une texture de bouche qui allait un petit peu plus loin, qui était à mon avis une vision un petit peu plus large du terroir. Donc l'idée aussi c'est de rester vraiment sur quelque chose de très élégant et plutôt travailler comme une infusion. Hein. Ça veut dire une infusion, c'est-à-dire qu'on mélange du raisin qui est pressé avec des raisins entiers. Et ensuite le Chlorelgarten, là on est vraiment sur une particularité assez unique. Donc le Chlorelgarten, c'est un clos qui est tout petit, qui fait 20 arts, en plein centre du village. Donc c'est un peu particulier parce que vous imaginez qu'au centre du village, vous avez des habitations et il reste ce petit clos qui est entièrement entouré d'un mur en pierre qui est du XVIe siècle. C'est assez particulier parce qu'aujourd'hui on a pas mal de problématiques en France sur le problème des traitements et des habitations. Et comme dans ce lieu-là on travaille que à cheval, ça reste un lieu que les gens apprécient. Donc là on est sur un terroir qui a été planté principalement en Gewürztraminer. Et ensuite il y a un peu de plein d'autres cépages que j'avais plantés, dont du muscat, du chasselas, de l'auxerrois, de différentes couleurs, et pour garder une certaine diversité alsacienne. La production en général de ces vins-là, ça ne dépasse pas les 800, entre 600 et 800 bouteilles. C'est le seul vin trouble comme ça qu'on met en bouteille parce que il faut savoir que je ne suis pas un grand amateur personnellement de mettre en bouteille des vins troubles. C'est assez particulier parce que comme c'est pas dans mes habitudes, mais en fait ce vin-là, nous on met en bouteille des vins tout le temps qui sont stables. Ça c'est très important. Et ce vin-là, il est particulier parce qu'il est toujours très trouble, mais il est très stable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je le goûte ici, je le goûte de la même manière à la maison. Donc c'est pour moi une bonne satisfaction. Mais en fait, effectivement, il reste toujours très trouble. Et donc la particularité de ce vin, c'est qu'on est toujours sur des aromatiques qui sont assez incroyables, avec ce côté toujours des agrumes et qui est assez croquant. Nous, c'est un vin qu'on aime beaucoup en accord avec des chocolats noirs, avec des amers, quoi. Ce que je peux peut-être faire, c'est aborder un petit peu le sujet vin nature. Il faut expliquer que j'ai commencé à travailler en 2007 et on a commencé à faire des vinifications avec peu de sulfite et on a fait à ce moment-là aussi des vins avec zéro sulfite. À cette époque-là, il y a eu une évolution dans le monde du vin, particulièrement en France. Et il y a un mouvement qui est né vraiment sur les vins nature. Alors de mon point de vue, c'est que en fait j'ai toujours été défenseur des vins qui sont identitaires de leur lieu. Mais très rapidement, j'ai été un peu surpris par le fait de créer des clans. Et c'est quelque chose qui m'a assez rapidement déplu. C'est que ma vision du vin, c'est une vision qui est très libre et je trouve très réducteur de réduire le vin à juste du soufre. Alors dans la dégustation, là, vous avez goûté des vins qui pouvaient des fois être des vins avec zéro sulfite, des fois avec des vins qui avaient un peu de sulfite, des fois certains un tout petit peu plus. Mais moi, ma vision, elle a jamais été de vendre un processus, mais surtout de montrer une identité de lieu. Et ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Et donc ça, c'est vraiment important de le comprendre aujourd'hui, c'est que moi, ma vision, je suis un vigneron de terroir, un vigneron d'expression du lieu. Et alors, j'ai pas accepté d'être réduit à l'époque par juste un cépage.
qui était déjà en Alsace, par exemple, Pinot Blanc, c'est souvent une vision de petit vin. Enfin, c'est vrai qu'on ne s'est pas réduit à ça, et aujourd'hui, et même au fur et à mesure des années, j'ai pas voulu me réduire à cette histoire de sulfite et de vin nature. Et donc voilà, moi ma vision c'est être un vigneron libre et de pouvoir faire la manière où je veux pour la qualité du terroir. 本日はありがとうございました。